Et si la véritable révolution africaine démarrait par le haut? Imaginez un président qui ne se contente pas de promesses. Il agit, renverse l'ordre établi et force l'admiration comme la peur. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré n'a pas demandé la permission pour ce que nul n'osait rêver. Il a relevé de moitié les salaires des fonctionnaires, tandis que députés, ministres et hauts responsables ont vu les leurs diminuer d'environ un tiers. Pas d'annonce électorale, mais une correction imposée. Le sacrifice ne se marchande pas, il commence par ceux qui donnent les ordres. Pour la première fois, la rupture ne vient pas de mots, mais de gestes radicaux. Pour Traoré, le leadership s'incarne d'abord dans la perte, pas le privilège. Les élites ne sont plus protégées, elles montrent l'exemple en partageant la douleur du peuple, remettant en jeu leur propre confort. Cette inversion choque, car elle s'attaque au cœur du système, la croyance que le pouvoir sert d'abord à se servir. Mais ce pari est vertigineux. Si Traoré échoue, le Burkina Faso risque de sombrer dans l'instabilité, la défiance, voire la ruine. S'il réussit, il prouve qu'un pays africain peut briser ses chaînes sans attendre l'aval de personne, et que la souveraineté ne s'achète pas, elle se conquiert. Pour saisir la portée de cette rupture, il faut revenir à la racine du malaise africain, là où tout a commencé. Pour comprendre l'origine de ce bouleversement, il faut explorer le contexte historique qui a façonné le destin du Burkina Faso. C'est là que réside la véritable clé du changement. Pourquoi l'Afrique a-t-elle si longtemps cru que le progrès devait venir d'ailleurs ou descendre d'en haut? Cette interrogation dérange, mais elle pointe une blessure ancienne. Pendant des décennies, le continent s'est retrouvé en posture d'attente, comme si la clé du développement restait toujours cachée dans des bureaux lointains, dans des promesses de prêts jamais honorées. On a appris à attendre des autorisations, à patienter pour des financements, à espérer des investisseurs. Mais rarement a-t-on cru que la créativité pouvait naître ici, sur cette terre. L'Afrique n'a jamais manqué d'idées. Ce qui l'a freinée, c'est la surabondance de personnes bien payées pour empêcher ces idées d'éclore. À chaque tentative d'innovation, des barrières étaient dressées par ceux qui avaient intérêt à ce que rien ne change. Le service public, censé servir le peuple, est souvent devenu un refuge loin des difficultés ordinaires. Pour beaucoup, il représentait un abri économique, une échappatoire, et non un engagement. Les élites, quant à elles, se sont peu à peu isolées dans un monde de privilèges, déconnectées de la réalité. Elles prenaient leurs décisions loin des marchés, des écoles, des hôpitaux, voyageant dans des voitures climatisées, protégées des tracas du quotidien. Parallèlement, les instructions venues de l'extérieur ne cessaient d'exiger des coupes dans les dépenses publiques. Pourtant, ces restrictions ne touchaient jamais les consultants étrangers ni les hauts responsables. Non, elles frappaient les écoles, les hôpitaux, les programmes de nutrition. Le peuple devenait chaque jour plus vulnérable, tandis que les privilèges des décideurs restaient intacts. Le vrai danger, c'est que ce système continue de piéger l'Afrique dans un cercle vicieux de dépendance, de fuite des cerveaux et d'autosabotage. On reste enfermé dans un modèle qui nourrit l'attentisme, l'injustice et le découragement. Chaque année, des talents partent, des rêves s'éteignent et la confiance collective s'effrite. Mais il existe une issue, inattendue. Au Burkina Faso, un homme a décidé de briser cette fatalité. Il a choisi de tout inverser, défiant les codes de la gouvernance traditionnelle. Qui est cet homme? Et pourquoi son choix dérange-t-il autant? Pour comprendre, il faut revenir sur un tournant décisif de l'histoire récente du Burkina Faso. Le véritable bouleversement ne se mesure pas en chiffres, mais en valeurs. Pour une fois, le sacrifice ne pèse plus seulement sur le peuple. Et si l'élite devait enfin donner l'exemple? Dès les premières heures, Ibrahim Traoré s'attaque à l'impensable, les privilèges du sommet. Ministres, députés, généraux, même ses plus proches, voient leurs revenus drastiquement réduits. Lui aussi. Aucun passe-droit, aucune exception. Le signal est limpide. On ne sert pas le peuple en vivant au-dessus de lui. Ce n'est pas un effet d'annonce. C'est un choc de système. Car Traoré s'attaque à un tabou, la protection d'une minorité pendant que la majorité peine à survivre. En abolissant cette distance,
Il pose la première pierre d'un contrat nouveau entre gouvernants et gouvernés. Mais il ne s'arrête pas là. Les mesures s'enchaînent. L'éducation devient gratuite, de la maternelle à l'université. Les bourses sont accessibles à tous. Les obstacles financiers tombent un à un. Désormais, qu'on soit fils de cultivateur ou fille de vendeuse, apprendre ne dépend plus du salaire des parents. Ce n'est pas une dépense, mais un pari sur l'avenir. Un État solide se construit sur des esprits libres et des talents formés. L'objectif ? Offrir à chaque jeune la possibilité de réussir ici, pas ailleurs. Petit à petit, la fuite des cerveaux cède la place à leur enracinement. Le vrai changement, c'est l'ordre des sacrifices. Fini les éternelles injonctions à serrer la ceinture pour la base pendant que l'élite festoie. Désormais, la crédibilité se gagne à chaque réforme, chaque geste renforçant la confiance. Traoré parle de monnaie morale. Quand le chef vit comme le peuple, la nation suit. Quand l'État montre l'exemple, il gagne un capital invisible mais essentiel, la confiance. C'est elle qui ouvre la voie, qui permet d'oser, de rassembler. Mais cette confiance est fragile. Si elle se brise, l'élan peut s'éteindre. Mais si elle tient, alors une nouvelle culture politique peut naître. Une culture où l'exemplarité du sommet libère l'énergie de tout le pays. Au fond, la vraie révolution n'est pas de promettre, mais de changer de priorité. Investir dans l'éducation, c'est préparer une génération qui rêve de bâtir ici, et non de partir. Qui croit que l'avenir se joue chez elle, et non ailleurs. Mais plus l'élan grandit, plus la résistance s'organise. Car ceux qui perdent leurs privilèges ne comptent pas se laisser faire sans riposter. À quoi bon rêver d'indépendance si l'on ne contrôle pas son assiette ? Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne commence ni dans les discours, ni dans les palais, mais bien dans la capacité de nourrir son peuple. Pas de dignité sans ventre rassasié, pas de liberté si le repas dépend du bon vouloir d'autrui. La première rupture est radicale. Distribuer des milliers de machines agricoles non pas pour exporter plus, mais pour garantir à chaque famille, chaque village, de quoi subsister. Désormais, la terre du Burkina nourrit d'abord ses enfants. Fini le temps où le coton partait vers l'Europe, tandis que les marchés locaux se vidaient. Ce renversement redéfinit le pouvoir. Celui qui nourrit le pays tient la négociation. Refuser de tendre la main, c'est prendre son destin en main. Ce n'est plus le prix du cacao fixé à Paris qui dicte la loi, mais la quantité de riz disponible à Ouagadougou. Dans cette dynamique, la jeunesse éduquée s'allie aux agriculteurs aguerris. L'innovation rencontre la tradition. Le savoir scolaire s'unit à l'expérience des anciens. Ensemble, ils créent des coopératives, modernisent les pratiques et transforment chaque village en laboratoire d'autonomie. L'effet est immédiat. L'industrialisation locale s'accélère. Des usines émergent, transformant la matière première en produit fini. Le prix du ciment s'effondre, rendant la construction abordable pour la majorité. Pour la première fois, bâtir une maison solide devient accessible, même hors des grandes villes et loin des élites. En gardant la transformation sur place, le Burkina Faso cesse d'exporter sa richesse brute. L'indépendance industrielle prend racine. Moins d'importations, plus de valeur qui circule et reste dans le pays. Chaque sac de ciment produit ici, chaque grain de riz blanchi localement, est une victoire sur la dépendance. Ce n'est pas une série de mesures isolées, mais un engrenage. Le savoir nourrit la terre alimente l'industrie finance l'éducation. Chacune de ces étapes solidifie la suivante, fermant peu à peu le circuit de dépendance qui étouffait le pays depuis des générations. Mais l'enjeu demeure colossal. Rater ce virage, c'est replonger dans la spirale de pauvreté, voir les jeunes s'exiler, les villages se vider. Réussir, c'est enclencher une prospérité enracinée, durable, qu'aucune force extérieure ne pourra arracher. Mais ces réformes ne se font pas sans résistance. Face à ce bouleversement, de puissants obstacles surgissent, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Quel sens donner à l'indépendance si la génération suivante n'est même pas certaine de survivre? Si donner la vie devient un luxe réservé à quelques-uns, où est la valeur de la souveraineté proclamée sur les drapeaux?
La révolution prend ici une tournure inédite. Ibrahim Traoré rend l'accouchement gratuit pour chaque femme du Burkina Faso. Plus aucun parent ne croulera sous le poids financier de la naissance. Cette seule décision brise des chaînes invisibles qui condamnaient tant de familles à l'angoisse ou à la résignation. Mais la protection de la vie ne s'arrête pas là. Le gouvernement a augmenté de 30% le budget destiné aux plus vulnérables. Derrière ce chiffre, il y a des enfants nourris, des malades soignés, des aînés traités avec respect. C'est une compassion concrète, rendue possible parce que l'État a d'abord assaini ses propres bases. Voilà le vrai visage de la souveraineté. Elle ne signifie pas seulement l'absence de domination étrangère, mais l'existence d'un équilibre intérieur. Un État robuste qui protège, partage et rend des comptes. Un État qui agit au cœur de la vie quotidienne, pas seulement dans les discours. Traoré ose un rééquilibrage social que d'autres n'ont fait qu'annoncer. Il retire le pouvoir à ceux qui l'avaient confisqué pour le restituer à ceux qui en ont été privés trop longtemps. La souveraineté devient alors tangible. Elle s'incarne dans des droits concrets, des actes de justice, une dignité retrouvée. Pour la première fois, le chef n'est plus au-dessus du peuple, mais au milieu de lui. Ce n'est pas un simple slogan, mais un acte fondateur. L'État cesse d'être une forteresse inaccessible pour devenir un espace partagé, où chacun retrouve sa place et son espoir. À ce prix seulement, la révolution cesse d'être une façade. Sans ce passage, toute transformation resterait superficielle, condamnée à l'érosion ou à la récupération cynique. Mais la redistribution des fruits de la croissance, la garantie de la dignité dès la naissance, voilà ce qui restaure le lien moral entre l'État et ses citoyens. La légitimité ne s'impose pas. Elle se construit, jour après jour, dans le service humble des plus fragiles. Alors, que reste-t-il à prouver? Pourtant, chaque avancée s'accompagne de nouveaux défis. Le chemin vers une souveraineté pleinement assumée ne fait que commencer. La vraie révolution ne consiste pas seulement à briser ces chaînes, mais à refuser, tout simplement, de les porter encore. Prenez le Burkina Faso. Pendant des dizaines d'années, tout le monde répétait que le progrès viendrait d'ailleurs, d'aide, de sauveurs ou d'attentes interminables. Mais un jour, un petit pays fatigué d'attendre a compris que la patience imposée pouvait devenir une prison invisible. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à séduire par des promesses. Il a frappé fort au sommet, coupé dans les privilèges, réduire les salaires des puissants, et dans le même élan, augmenter ceux des enseignants, des médecins, des bâtisseurs de l'État. Ce n'était pas un spectacle, mais un message. Ici, la dignité ne s'achète pas, elle se construit, pour tous. Ce choix a bouleversé bien plus que des comptes. Il a fissuré l'ancien ordre. Pour la première fois, le confort des élites a vacillé, et la distance entre gouvernants et gouvernés s'est réduite. La politique s'est retrouvée nue, ramenée à sa fonction première, servir et non se servir. Le risque, il existe pour chacun. Rester spectateur, c'est laisser son avenir filer entre les doigts et accepter que la réputation collective soit guidée par les erreurs d'hier. Mais oser croire au changement venu d'en bas, c'est s'approprier un héritage neuf, celui de l'audace retrouvée. La leçon du Burkina Faso est universelle. Aucun peuple n'est condamné à l'impuissance, ni par son histoire, ni par sa pauvreté, ni par le regard du monde. Il suffit d'un geste, d'un refus, d'un acte de courage pour que la souveraineté devienne tangible, dans chaque maison, chaque rue, chaque vie. Alors, la question demeure. Si le Burkina Faso peut changer sans attendre, quelle excuse reste-t-il aux autres? Chacun détient une part du levier. Reste à choisir, regarder ou agir. La transformation n'est plus réservée à quelques héros. Elle commence désormais dans la vie quotidienne de chacun. Mais pour comprendre la profondeur de cette mutation, il faut se pencher sur l'histoire africaine, en prenant pour repère des exemples concrets, des parallèles frappants. Rappelons-nous, il y a 60 ans, lorsque Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, s'attaquait au symbole du colonialisme. Il fit retirer les statuts coloniales, nationalisa les industries, mais, faute de réformes internes profondes, une partie de la bureaucratie resta inchangée. Malgré la modernisation, les privilèges et les inégalités persistaient. Au Zimbabwe,
Robert Mugabe avait promis la redistribution des terres, mais l'absence de mécanismes transparents a fini par provoquer des conflits internes et une fuite des compétences. Ces exemples montrent que, sans l'accompagnement d'une nouvelle morale politique, toute révolution court le risque de se retourner contre elle-même. Le Burkina Faso, aujourd'hui, offre une autre trajectoire. Au lieu de se contenter de changer les slogans, Traoré change les habitudes. Il attaque la question de la justice sociale à la racine, en commençant par un acte rarement vu: réduire les écarts de revenus entre le sommet et la base. Cela rappelle les débuts de Thomas Sankara dans les années 80, lorsqu'il demanda à ses ministres d'abandonner les Mercedes pour conduire des Renault 5. Mais là où Sankara a été stoppé net par la violence et les complots, Traoré tente d'ancrer ses décisions dans des structures durables, en multipliant les mesures concrètes et en impliquant la société civile. Prenons un cas précis. Alors qu'un enseignant ou une infirmière gagne désormais une rémunération décente, un député, lui, doit justifier chaque dépense. Les contrôles budgétaires sont renforcés, les comptes publics publiés en ligne. Cette transparence, rare en Afrique de l'Ouest, commence à inspirer confiance. Un institut de sondage local indique que, pour la première fois, une majorité de citoyens disent croire que leur gouvernement agit dans l'intérêt général. Ce basculement psychologique est aussi important que les réformes économiques. Mais comment maintenir ce nouvel élan? L'histoire montre que, pour éviter le retour de l'ancien ordre, il faut convertir la confiance en institutions solides. Un exemple inspirant est celui du Rwanda, où Paul Kagame a exigé que tous les fonctionnaires déclarent leurs biens et travaillent sous la surveillance d'organismes indépendants. Cette rigueur a permis au pays de réduire la corruption et d'attirer des investissements. Le Burkina Faso peut s'en inspirer, en créant des agences de contrôle autonomes, composées de membres issus de la société civile, des syndicats et du secteur privé. Sur le front de l'agriculture, la distribution de machines ne suffit pas. Le gouvernement burkinabé a lancé des programmes de formation pour apprendre aux jeunes à maîtriser les technologies agricoles modernes. Des coopératives pilotes, comme celle de Bobo Dioulasso, montrent déjà l'exemple. Elles produisent non seulement du riz, mais transforment aussi le manioc en farine exportable. La création d'un label « Produit au Burkina » permet, dans certains marchés urbains, de retrouver la fierté locale et de renforcer l'économie circulaire. Pour que l'industrialisation devienne un moteur de transformation, il ne suffit pas d'ouvrir des usines. Il faut assurer leur pérennité. Des mesures incitatives ont été instaurées: réduction des taxes pour les entreprises qui emploient localement, subventions pour celles qui valorisent la production nationale. L'État encourage la recherche et le développement en finançant des universités techniques et des écoles d'ingénieurs. À Ouagadougou, un centre d'innovation regroupe des étudiants et des artisans pour inventer des machines adaptées aux réalités locales. Cette synergie entre savoir académique et pratique artisanale donne naissance à une génération de créateurs enracinés. Mais la réussite de ces réformes dépend aussi de l'inclusion des femmes et des jeunes. Le gouvernement burkinabé a imposé un quota. Au moins un tiers des postes de direction dans l'administration doivent être occupés par des femmes. Dans les conseils municipaux, des jeunes de moins de 30 ans sont désormais cooptés pour représenter la génération montante. Ces décisions ne sont pas symboliques. Elles permettent à de nouvelles voix d'influencer les politiques publiques. Pour autant, les obstacles restent nombreux. Des lobbies étrangers, inquiets de perdre leurs avantages, tentent de freiner cette dynamique. Des campagnes de désinformation circulent sur les réseaux sociaux, cherchant à semer le doute. Mais la riposte s'organise. Des comités citoyens surveillent la mise en œuvre des réformes, publient des bilans trimestriels et organisent des débats publics. Cette culture de la vigilance populaire est essentielle pour éviter les dérives et garantir que le pouvoir reste aux mains du peuple. Le Burkina Faso, en s'attaquant à la racine du problème, montre la voie d'une souveraineté retrouvée. Mais il invite aussi chaque citoyen africain à devenir acteur de la transformation. Il ne s'agit pas d'attendre un sauveur, mais de s'impliquer à chaque échelle, dans le choix des élus, dans la gestion des biens communs, dans la transmission du savoir. Chacun peut, à son niveau, reproduire le cercle vertueux initié par le sommet. Voici quelques étapes concrètes pour amplifier ce mouvement. D'abord,
favoriser la création de groupes de dialogue entre citoyens, élus et entrepreneurs pour identifier les besoins réels et les solutions locales. Ces forums, organisés dans les quartiers ou les villages, permettent d'éviter la confiscation du débat par quelques experts ou politiciens. Ensuite, promouvoir l'éducation civique dès le plus jeune âge. Comprendre les droits, les devoirs, la gestion de la chose publique, c'est préparer une génération responsable. Il est aussi crucial de soutenir l'entrepreneuriat local. Des microcrédits à taux zéro sont maintenant offerts à de jeunes diplômés pour ouvrir des ateliers ou des commerces. Ce sont des milliers de petites entreprises qui émergent, redynamisant les marchés et créant des emplois. Chaque réussite individuelle devient un modèle pour le voisinage. Enfin, renforcer la justice et la lutte contre l'impunité. Les tribunaux populaires, ouverts au public, jugent désormais les affaires de corruption. Les verdicts sont diffusés à la radio et les sanctions appliquées sans distinction de statut. Cette fermeté, alliée à la pédagogie, restaure le sentiment d'équité et referme la blessure de l'injustice. Sur le plan régional, le Burkina Faso cherche à fédérer ses voisins autour de cette dynamique. Des sommets avec le Mali, le Niger et la Guinée ont abouti à la création d'un fonds commun pour financer des infrastructures partagées, routes, barrages, centres de santé. Cette solidarité sud-sud permet de contourner les conditionnalités imposées par les bailleurs de fonds occidentaux et d'affirmer une autonomie collective. Mais la vigilance reste de mise. L'histoire africaine regorge de promesses non tenues et de révolutions trahies. Pour éviter les pièges du passé, le Burkina Faso s'inspire de la méthode du bilan participatif. Chaque année, les citoyens sont invités à évaluer l'action du gouvernement, à proposer des amendements et à voter sur les priorités. Cette démocratie directe, encore balbutiante, fait de chaque Burkinabé un acteur et non plus un spectateur. En définitive, la véritable révolution africaine ne se résume pas à un homme providentiel ou à un décret spectaculaire. Elle consiste à renverser la logique de passivité héritée de la colonisation et des dictatures. Elle s'incarne dans la capacité de chaque citoyen à prendre part au destin commun, à refuser l'injustice, à exiger des comptes. Le Burkina Faso, en changeant la donne par le haut, ouvre la voie à une Afrique qui ose se réinventer. Mais il rappelle aussi que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se gagne, jour après jour, dans la lutte contre les privilèges, dans la construction de liens de confiance, dans l'éducation, la justice et la solidarité. Alors, la question finale s'impose. Jusqu'où chacun de nous est-il prêt à aller pour que le changement ne soit plus un rêve, mais une réalité? Le moment n'est plus à l'attente. Il est à l'action, à la vigilance, à la réinvention collective. Le Burkina Faso n'est pas un miracle isolé, mais le début d'une ère nouvelle. À chacun d'écrire la suite.